Je suis avec Sabrina et Grace Poiti, avec elle on développe aujourd'hui la question du rôle des influenceurs dans ActuPlus. Et dans l'Info Santé, nous sommes aussi dans l'actualité. On parle aujourd'hui de la journée internationale de lutte contre l'endométriose. L'endométriose, vous connaissez, on en parlera dans l'Info Santé. Et justement, on aura avec nous pour cette émission la présidente de l'association qui s'en occupe ici au Gabon. Mais avant, faisons un tour d'horizon de l'actualité avec Freddy Moussonda. L'essentiel de l'actualité, c'est maintenant dans votre revue de presse sur AM241 TV. Chers internautes, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Fumée blanche pour Monseigneur Ibaba. C'est une page de l'Église catholique du Gabon qui vient de se tourner. À la tête de l'évêché de Libreville depuis 22 ans, Monseigneur Basile V. Ngon a rangé sa soutane hier, atteint par la limite d'âge. Le pape François a nommé Monseigneur Patrick Ibaba pour sa succession jusque-là évêque au diocèse de Franceville. L'information nous vient du quotidien L'Union. En santé, Média 241 annonce l'urgence. Le Gabon déclare son premier cas de Covid-19. Le média explique que le patient zéro gabonais est un jeune de 27 ans résidant au Gabon. Arrivé de Bordeaux en France le 8 mars, il a été thermoflashé à la descente de l'avion et ne présentait aucun symptôme. C'est l'occasion de rappeler les règles observées pour limiter la propagation de la maladie, nous exhorte Média 241. Pour le site d'information en ligne lalibreville.com, le Gabon aura tout fait pour retarder au maximum l'arrivée du coronavirus sur son sol. Ces dernières semaines, les autorités ont multiplié la prise de mesures préventives. Le président de la République, Ali Bongo, lui-même, convoquant à plusieurs reprises le conseil présidentiel, s'est fortement impliqué. Aujourd'hui, l'épidémie est devenue une pandémie et l'ensemble des pays du monde sont un à un touchés. Près de 130 cas selon l'OMS, nous dit la Libreville. L'autre nouvelle qui fait les choux gras de l'actualité, c'est le point de presse donné par Noël Mbumba, l'ex-ministre du Pétrole, au lendemain de sa mise en liberté provisoire. Média 241 revient sur la Sogara et la GOC et des centaines de milliards ont été détournés. Je pense de manière globale que les sommes qui ont été détournées tournent autour des centaines de milliards, a déclaré Noël Mbumba, l'ex-ministre du Pétrole placé en détention à la prison centrale de Libreville en décembre 2019. Dans le cadre de l'opération Scorpion, nous savons au vu de ce qui se passe qu'il y avait un plan de préparation de soulèvement des populations. Maintenant, à la question de savoir si j'ai participé à la mise en place de ce plan, je tiens à signaler ici que je n'ai jamais participé à la mise en place de ce plan, mais je peux par contre affirmer qu'il existe un plan de déstabilisation des institutions, a déclaré Noël Mbumba. Chers internautes, voilà qui met un terme à notre revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à vous. Alors, excellente revue de presse, on en a beaucoup appris, n'est-ce pas les filles? Oui, beaucoup. Avec Freddy Moussonda, salut, le merci. Alors donc, notre matinale se poursuit. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise, inutile de le rappeler. Alors donc, aujourd'hui, comme je le disais à l'entame de l'émission, dans ActuPlus, on parle du véritable rôle des influenceurs. On sait tout ce que Internet nous procure aujourd'hui, dans le bon ou dans le mauvais. Grace nous le développe, surtout avec les jeunes. Exactement, Solange. Tout de suite dans ActuPlus. Effectivement, Solange, on parle aujourd'hui du vrai rôle des influenceurs parce qu'il y a quelques années encore, Internet était strictement réservé aux professionnels. Mais depuis peu, il y a eu sa vulgarisation qui a donné l'accessibilité à Internet à une plage un peu plus large. Au-delà des professionnels, il y a également les jeunes, il y a des adultes aussi. Ces adultes qui ont du mal à s'arrimer au changement, mais en contrario, les jeunes, eux, ils sont très actifs sur Internet. Ils sont accros au partage de photos, de vidéos, mais aussi à certains influenceurs qu'ils prennent comme idoles et ils s'inspirent justement de ceux-là pour dicter leur quotidien, leur manière de vie. On va définir ici, on va y arriver, on va définir ici c'est quoi un influenceur web. Donc, un influenceur web, c'est une personne qui, par son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion, influençant des habitudes dans un but marketing, mais pas que marketing, mais comme je disais tantôt, des habitudes humaines. Donc Kim Kardashian, c'est une influenceuse? Voilà. Oui, Kim Kardashian est influenceuse. On va dire on a aussi des influenceurs au niveau local. Voilà. Enfin, après, je pense qu'on va, maintenant qu'on a donné la vraie définition d'influenceur, on a des Tabouret Gang, on a Kim Kardashian, comme tu dis, on a Clovis Zong. Mais ces personnes-là, des fois, ils n'ont pas conscience en fait de leur rôle, tu vois, parce qu'ils doivent comprendre que par leur manière de vivre,
leurs habitudes, ils influencent d'autres et des fois des plus jeunes qui s'en inspirent. Donc comme tu parles de Kim Kardashian, Kim Kardashian, elle va mettre un jean bleu, demain 10 000 jeunes chercheront à avoir le même jean bleu que Kim Kardashian. Et le comble dedans, c'est que les plus jeunes, pour certains, ils n'arrivent pas à faire la dissociation entre le monde virtuel et le monde réel. Oui. Donc on se met à copier des modèles qui, au quotidiennement, ne vivent pas forcément ce qu'ils nous montrent sur les écrans. Exactement. Et derrière, catastrophe, quoi. Exactement, catastrophe, parce que là, on parle des influenceurs web, mais on peut parler aussi des artistes, on peut parler de tout le monde, de tous ceux qui sont médiatiquement en vogue, tu vois. Parce que derrière, ils cherchent des fois à vendre une certaine image, comme tu dis, mais qu'ils n'ont pas en réalité. C'est du marketing. Voilà, c'est du marketing. Et les jeunes, eux, bah, ils vont justement suivre, c'est l'exemple qu'ils voient, parce qu'ils ne vont pas aller dans votre vie privée forcément pour découvrir qui vous êtes réellement, tu vois. Donc, ils vont plutôt suivre cette image-là que vous montrez à travers les écrans. C'est plutôt à nos influenceurs et à nos stars de faire attention à ce qu'ils divulguent, parce que derrière, il y a une jeunesse qui ne réfléchit pas forcément à ce qui est bon ou pas. Et surtout qu'aujourd'hui, les jeunes sont en quête de buzz et prêtes à tout pour le buzz. Surtout que les mauvaises manières sont faciles à copier. Et Sabrina, tu aurais peut-être un influenceur ou une personne que tu suis beaucoup sur Internet? Je suis ma propre influenceuse. Yeah. Et toi, Grace Poiti? Non, pas spécialement, mais on va dire qu'on s'inspire souvent des figures, hein, des figures, comme je disais, on quitte de cadre Internet, mais il y a des personnes de la vie qui peuvent t'influencer. Il y a Michelle Obama, il y a plein de personnes, mais qui ne sont pas forcément des influenceurs. Pas influenceurs. Voilà. Donc, mais on a tous des modèles, je pense. Hein. Voilà. Il y en a qui te diront que moi, mon modèle, c'est Dieu. Ça reste un modèle, quoi. Certains diront ça reste un modèle. Donc, maman, papa, ou voilà. un supérieur hiérarchique qui sera marqué. Et exactement, moi vraiment que Sabrina dise maman, papa, c'est important, parce que des fois, enfin, il faudrait que nos influenceurs web là prennent conscience qu'ils sont un peu comme ses parents, parce que généralement les enfants s'inspirent des parents. Tu vois, quand le parent devient l'influenceur de l'enfant, c'est parce que l'enfant, lui, se base sur ce que fait son parent, tu vois, pour reproduire. Du coup, l'influenceur web ou télé, ce que vous voulez, derrière doit se dire, j'ai des enfants qui prennent exemple sur moi, tu vois. Non, mais c'est bien ce que tu ajoutes là. C'est très important ce que Grace vient de souligner. Je pense que vous êtes d'avis avec moi. Et c'est sur ce que nous allons refermer l'Actu Plus d'aujourd'hui. Grace, on a été très ravis de t'avoir avec nous sur ce plateau. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, dans Info Santé, nous recevons Madame Muchinga Tegies, qui est la présidente d'Andofi Gabon, donc l'association qui s'occupe de la lutte, voilà, qui milite pour la lutte contre l'endométriose ici au Gabon, avec elle on développe la question de l'endométriose, puisque la journée est célébrée ce jour dans le monde entier, donc la journée de lutte contre l'endométriose. On la reçoit tout de suite dans l'Info Santé. Alors, notre matinale se poursuit et comme je vous le disais à l'entame de l'émission, dans l'Info Santé, aujourd'hui, on développe la question de l'endométriose et c'est fait à dessein. Nous sommes toutes de jaune assorties avec les petits nœuds. C'est fait à dessein parce qu'aujourd'hui, le monde entier marque une pause pour célébrer la journée internationale de lutte contre l'endométriose, cette maladie qui est parfois méconnue chez nous en Afrique et aussi au Gabon. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau, en plus de Sabrina Messi, qui est bien sûr la chroniqueuse santé maison, on reçoit Madame Muchinga Tegies, qui est la présidente d'Andofi Gabon et en plus est aussi atteinte d'endométriose. Elle nous partage son expérience et ce que nous prenons vraiment à bras le corps. Et merci surtout d'avoir répondu favorable à notre invitation. C'est au nom de toute l'équipe d'Andofi Gabon, c'est nous qui vous remercions. Merci. Et donc c'est reparti tout de suite avec Sabrina. Et oui, alors vendredi 13 mars 2020, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. L'endométriose qui est une maladie qui touche une femme sur 10 quand même. C'est une maladie assez complexe parce que son diagnostic est assez compliqué. Mais pour vous en dire plus, je laisse la parole à Madame Tegies. Qui nous explique concrètement. Déjà, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Alors, l'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui se caractérise par de très fortes douleurs au bas-ventre lors des règles. D'accord. Et donc, ces douleurs-là sont différentes des douleurs qu'on observerait lorsqu'on développe des règles douloureuses? Oui, parce que les règles douloureuses, en réalité, on a souvent tendance à penser que avoir mal durant ces règles, c'est normal.
C'est normal d'avoir des règles, mais c'est pas normal d'avoir très mal durant cette période. Mais à quel moment est-ce qu'on se dit, bon, tiens, ça c'est des symptômes de l'endométriose? Écoutez, c'est lorsque la douleur devient chronique, elle devient invalidante. C'est lorsqu'on n'arrive plus à se lever et à vaquer à ses occupations normalement, qu'on reste cloué au lit, qu'il y a les différents symptômes de la pathologie que nous aurons tout le temps d'évoquer tout au long de cette matinale, qu'à ces moments, il faut peut-être penser à une endométriose. D'accord. Et donc, avec les règles douloureuses, en général, les filles ont l'habitude de dire, ben, moi j'ai mal 2 jours avant, après ça va, j'ai mal pendant les 2 premiers jours, après ça va. L'endométriose, concrètement, ça se passe comment? Est-ce qu'on a mal sur toute la durée? Est-ce que le flux est plus abondant? Ça dépend d'une femme à une autre. D'accord. Ça varie en fait. Aujourd'hui, dans les symptômes, c'est le saignement abondant. Chez une femme qui est atteinte d'endométriose, on va constater qu'elle saigne abondamment, qu'elle a des douleurs pelviennes, des fatigues chroniques. Chez une autre, ça peut se manifester autrement. Ça peut être des dyspareunies, si je ne me trompe pas, donc des douleurs lors des rapports sexuels. Elle a très mal. Ce sont tous ces symptômes-là en réalité. Lors de la défécation, des douleurs lors de la voilà, défécation. également. Aussi, et même en urinant. urinant, lorsqu'on va à la selle ou on va aux toilettes, on a très mal. Okay. Ce sont ces symptômes-là qui doivent attirer notre attention et se dire ça va pas, que c'est probablement une endométriose. Ça peut être une suspicion d'endométriose. Mais le premier point qu'il faut retenir, c'est la douleur. D'accord. Et là, nous avons la chance de vous avoir sur le plateau et vous-même qui êtes aussi malheureusement atteinte de la maladie. Alors, comment est-ce que vous avez détecté, vous avez su que vous souffriez d'endométriose? Alors, je l'ai su au cours d'un bilan de fertilité. D'accord. Voilà. Il faut dire que j'ai toujours cru, c'est vrai que la douleur me rendait invalide, voilà, c'était difficile au quotidien et on ne me comprenait pas nécessairement, on pensait que j'étais trop paresseuse, trop feignante et qu'au bout d'un moment, je me suis dit que tiens, peut-être que c'est réellement moi le problème. Pourquoi je ne ressens pas la même chose que ces jeunes filles au lycée? Je me souviens, je passais beaucoup de temps à l'infirmerie quand même. Je me faisais injecter de la viscéralgie. Le déclic, vous allez en consultation. Mais il faut dire que déjà très jeune, j'allais déjà en consultation voir un gynécologue. D'accord. Voilà, je voyais des gynécologues, enfin, grâce à ma mère, il faut dire merci, mais en aucun moment on a parlé d'endométriose. Et dans nos échanges avant l'émission, vous nous aviez dit que vous avez vu 5 spécialistes avant de découvrir réellement d'avoir le diagnostic. Effectivement, comme je disais, c'est lorsque le désir de maternité s'est fait ressentir que je me suis mise à effectuer un bilan, et lors de ce bilan-là, au bout d'une hystérographie, on s'est très vite rendu compte qu'il s'agissait d'une endométriose. Mais j'ai quand même fait 5 ans avant de poser un nom, d'avoir un nom sur ces douleurs. Et pour vous, concrètement, comment est-ce que ça se manifestait? Les douleurs, c'était comment? Le flux, c'était la durée? Au départ, un simple paracétamol me suffisait, mais au bout d'un moment, j'ai dû passer à des injections, matin, midi, soir. C'est-à-dire que si je n'ai pas pris mon injection à 12 heures, la douleur était si violente que je me retrouvais dans une structure hospitalière. J'étais hospitalisée à cause des règles. Et ça durait combien de jours, la durée? Oui, les règles, je veux dire. La durée des règles, c'est long. Il y a des mois où je réglais 10 jours, d'autres 15, d'autres tout un mois. Il fallait qu'effectivement on puisse stopper mes règles et même c'était difficile parce que même les médicaments que je prenais n'arrivaient pas. Si je comprends bien, l'endométriose, lorsqu'on souffre d'endométriose, on n'a pas un cycle normal. On n'a pas un cycle normal comme toutes les autres femmes. Ça peut être considéré comme un symptôme? C'est possible. On n'a pas un cycle normal. On saigne vraiment. Aujourd'hui, je me suis retrouvée, entre guillemets, à bord d'un transport en commun. J'ai eu la honte de ma vie parce que je ne m'attendais pas à voir mes règles et j'ai saigné. Mais vraiment abondamment, j'ai dû descendre. J'étais toute tachée de sang. C'est humiliant. Et ça fait penser à ce qui se passe lorsqu'il y a des avortements? Des avortements. D'accord. Et je pense que pour la plupart de ces femmes-là, certaines et certains parents ont pensé effectivement que leur jeune fille avait pratiqué un avortement, alors que c'était de l'endométriose. D'accord. Et donc, quand on vous établit le diagnostic selon lequel vous souffrez d'endométriose, qu'est-ce qui se passe par la suite? Quel traitement vous êtes administré? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Écoutez, il faut préciser que j'ai quand même eu une errance médicale, parce que l'endométriose est difficile au diagnostic.
Donc j'ai quand même fait 5 ans avec mon hystéro et aucun médecin. L'hystéro, c'est l'examen qui détecte. Voilà, l'examen des trompes, voilà, c'est un examen de fertilité. Et donc, qu'est-ce qu'on vous a administré concrètement lorsque on vous a détecté, après ce long cheminement, bien sûr, les 5 années à attendre, se sont écoulées à attendre, et enfin j'ai eu un an. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous administre comme traitement? Il me fallait une prise en charge rapide. D'accord. Donc, vu que l'endométriose était déjà à un stade élevé, parce que l'endométriose a des stades, vu que c'était déjà assez avancé, parce que j'avais plus l'usage de ma vessie, c'était difficile pour moi d'aller aux toilettes, d'aller uriner. Et il fallait nécessairement pratiquer une intervention chirurgicale. D'accord. Ça a été fait. Malheureusement, au bout de 2 mois, l'endométriose a récidivé. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de cure pour l'endométriose. Et là, la plus grosse conséquence, on dirait que c'est l'infertilité. Oui, c'est la difficulté à avoir des enfants. Qui dit endométriose dit forcément infertilité. Non, non. Ça reste tout de même un parcours du combattant, ça c'est vrai. Ça reste vraiment un parcours assez difficile pour connaître les joies de la maternité. Mais il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui ont eu des enfants, qui ont des enfants. Mais la difficulté, c'est au niveau de la douleur. Vous savez, au bout d'un moment, on oublie le désir de maternité. C'est vrai que c'est là, mais on ne veut plus avoir mal. Parce que c'est atroce. C'est atroce. Je vous assure que ce sont des douleurs... je ne peux pas comparer aux contractions parce que je n'ai jamais eu la possibilité de tomber enceinte, de mettre au monde. Mais pour ces femmes-là qui ont eu la possibilité de donner la vie, elles disent que c'est plus que des douleurs de contraction. D'accord. Et donc là, en ce moment-là, vous suivez un traitement? Oui, au bout de mes 3 interventions, d'accord, parce que l'endométriose récidive, d'une part, c'était à cause c'était pour retrouver l'usage de ma vessie que j'ai subi la première intervention. Ensuite, l'endométriose s'est focalisée du côté du rectum. Donc c'était difficile pour moi de m'asseoir comme on l'est aujourd'hui. C'est un peu comme une tumeur, quoi. On va dire, souvent je compare à l'endométriose à un cancer mais qui ne tue pas. Mais ça nous tue de l'intérieur, autant physiquement que... Socialement aussi. Voilà, socialement. D'accord. Et donc après ça, le traitement aujourd'hui qui essaye de me tenir debout sans pourtant avoir mal, totalement mal, c'est la ménopause artificielle. Donc on a complètement coupé mes règles. Et qui dit ménopause artificielle, il y a toutes les conséquences qui font avec. Ouais. Donc bouffée de chaleur, fatigue chronique, j'ai mal aux articulations, je me retrouve avec des os d'une femme de 70 ans, parce qu'il faut tout le temps faire des massages, j'ai mal, il faut que je prenne du calcium en permanence. Donc c'est pour vous dire que l'endométriose reste quand même une maladie assez complexe et qu'il faut prendre en charge pour un meilleur diagnostic, que le diagnostic se fasse très tôt. D'accord. Et c'est pour cela justement que votre association existe. Et comment est-ce qu'on fait pour adhérer à votre association? Vous avez un contact peut-être à donner à toutes ces personnes qui seront intéressées? Alors, il suffit juste de se rendre sur la page. Actuellement, on est très réseaux sociaux. La page Endofi Gabon. Ou encore le 077 43 23 12. D'accord. Et on intègre l'association. Vous intégrez, vous allez avoir au bout du fil notre assistante qui vous dira quoi faire pour adhérer à l'association, une fiche d'adhésion. Et ensuite, vous allez insérer le groupe WhatsApp des femmes atteintes d'endométriose. Parce qu'après, il faut dire que l'association n'est pas que pour les femmes atteintes d'endométriose. Il y a aussi les endoproches, c'est comme ça qu'on les appelle généralement. Les endoproches, d'accord, les personnes proches des personnes atteintes d'endométriose. Bien sûr. D'accord, mais c'est très bien pensé et vraiment, nous sommes vraiment très ravis d'être en votre compagnie, d'avoir toutes ces informations. Franchement, ces informations sont très précieuses pour nous. C'est un plaisir partagé. Merci pour cette tribune-là que vous nous offrez aujourd'hui en cette journée internationale de lutte contre l'endométriose. Et ça nous permet aussi d'avoir une pensée pour toutes ces femmes qui sont atteintes de cette maladie ainsi que les endoproches, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Et je voudrais quand même ajouter qu'aujourd'hui, l'association Endofi Gabon lutte contre l'endométriose et l'hypofertilité chez la femme. D'accord. Au départ, nous étions Endo Gabon, mais on s'est très bien vite rendu compte que plusieurs femmes nous contactaient, mais elles n'étaient pas nécessairement atteintes d'endométriose. Mais l'infertilité. L'infertilité qui touchait. Donc, il était bien d'ajouter ce point-là. Aujourd'hui, c'est bien d'en parler. Elles se sentent moins seules, elles se sentent comprises. Elles se sentent comprises, autant pour moi. Parce qu'en général, lorsqu'on est dans cette situation-là, on a l'impression d'être seul et on est souvent exclu.
C'est vraiment une situation qui peut être très difficile à vivre et comme je le disais, nous avons une pensée pour toutes ces femmes qui souffrent de l'endométriose. Les échanges sont tellement enrichissants qu'il est vraiment difficile d'arrêter, mais il va falloir à un moment donné que nous, le temps nous imposant. Malheureusement. Voilà. Mais on aura une autre tribune sur laquelle on pourra mieux développer la question de l'endométriose. Bon, déjà, ces informations que nous avons sont, je crois, déjà très pertinentes. Pour en savoir plus sur la maladie. Merci beaucoup, Madame Muchinga, d'avoir répondu à notre appel. Merci pour cet échange et vraiment beaucoup de courage. Voilà, Média 241, par ma voix, vous apporte tout le soutien. Oui, surtout courage à toutes ces femmes qui se battent au quotidien. Voilà. Donc, le ruban jaune est là, il est bien fixé, on soutient la cause à Média 241. Sur ce, nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez connectés sur M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise. On répète? Alors restez connectés sur M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise.